SolidWorks Simulation Standard permet de réaliser des analyses de fatigue. Regardons ce que peut apporter ce type d'analyse à notre cas. Une bielle travaillant en compression et flexion, mais aussi en thermique et en dynamique due à la rotation du moteur et aux vibrations de la route. La bielle est fixée de ce côté sur l'arbre moteur et de l'autre côté sur le piston. Nous nous concentrerons uniquement sur cette pièce pour accélérer les calculs. La première analyse à réaliser est bien sûr une analyse statique. Nous fixons l'axe du piston et appliquons 6000 N en compression sur l'arbre et 500 N en flexion pour nous le placer dans un cas critique. Nous avons déjà réalisé un maillage et appliqué un contrôle assez fin dans les zones où nous nous attendons aux contraintes max. Regardons les résultats. Nous obtenons un déplacement max de 0,85 mm et une contrainte de von Mises max de 298 MPa. Pour une limite d'élasticité de 352 MPa, le coefficient de sécurité est donc de 1,18. C'est peu, mais nous voulons savoir si les effets de fatigue vont être gênants pour nos cas de chargement. L'analyse de fatigue est un type d'étude dans SolidWorks Simulation. SolidWorks propose 4 types d'études de fatigue. Commençons par le premier et le plus simple, un cas de chargement constant. Notre bielle est soumise à cette compression de manière répétée à chaque rotation du moteur. Combien de cycles de rotation cette bielle peut supporter avant de plastifier ou casser? Les analyses statiques ou même dynamiques ne sont pas capables de nous le dire car elles ne prennent pas en compte les phénomènes de fatigue, c'est-à-dire la diminution de la limite d'élasticité sous l'effet d'un chargement répété. Regardons par contre comment l'étude de fatigue permet justement d'évaluer ce phénomène. L'étude de fatigue a besoin d'un chargement que l'on appelle un événement. Un événement est en fait simplement notre analyse statique qui se répète un certain nombre de fois. Nous pouvons appliquer à ce chargement une échelle et surtout le type de cycle. Ici, complètement inversé signifie que nous allons charger en compression, puis charger en traction la pièce en inversant tous les chargements présents dans notre analyse statique. Nous pouvons également choisir un cycle de type basé 0 où l'on applique simplement le chargement de l'analyse statique sans l'inverser. Nous pouvons ensuite choisir le nombre de cycles pour lequel nous souhaitons que la pièce résiste. Ce n'est pas obligatoire, mais SolidWorks nous donnera alors le pourcentage de la durée de vie utilisée par ces 100 000 cycles que nous choisissons ici. La deuxième étape consiste à rentrer les données matériaux. Cette étape est centrale dans une analyse de fatigue. Ce sont les données matériaux qui vont dire à SolidWorks combien de cycles la pièce va tenir en fonction de sa contrainte alternée. La contrainte alternée est simplement l'amplitude du cycle de contrainte subi à cause du chargement répété. SolidWorks va simplement comparer la contrainte calculée lors de l'analyse statique à la contrainte trouvée dans ce tableau et donner le nombre de cycles correspondants. Ces informations proviennent des données expérimentales. Une éprouvette est soumise à une contrainte alternée, par exemple 320 MPa, et nous relevons le nombre de cycles à laquelle elle casse, ici 30 000 cycles. Nous recommençons avec d'autres valeurs de contrainte jusqu'à avoir tout notre tableau. Mais nous voyons ici apparaître une première difficulté, le type de chargement dont nous avons parlé à l'instant. S'il est complètement inversé, en traction et compression, la contrainte moyenne est égale à 0. Mais si le type de chargement est basé 0, la contrainte moyenne n'est plus nulle, ce qui va fortement influencer le nombre de cycles que la pièce peut subir avant de casser. Pour faire face à cette difficulté, nous avons deux solutions. Soit réaliser l'expérience dans les mêmes conditions que notre chargement actuel, donc soit complètement inversé, soit basé 0, mais c'est très coûteux et très long. Soit appliquer une méthode de correction de la contrainte moyenne, ce que nous allons voir juste après. Regardons d'abord les résultats obtenus avec notre chargement complètement inversé. Le résultat endommagement nous montre le pourcentage des 100 000 cycles demandés que nous pouvons réaliser. Ici, nous sommes à 180%, ce qui n'est évidemment pas bon. Mais ce max se situe dans une zone très localisée, donc nous allons continuer l'étude pour en savoir plus. Le nombre de cycles nous renseigne, comme son nom l'indique, sur le nombre de cycles que la pièce pourrait supporter en chaque point. Ici, nous sommes au minimum à 55 000 cycles. Ne pas se fier au maximum qui est simplement le nombre de cycles plus élevé que l'on trouve dans les données matériaux pour lesquels on a fait l'expérience. On parlerait ici d'une vie infinie. Revenons à notre problème de type de chargement. Nous sommes ici avec un chargement complètement inversé, mais nos données matériaux sont issues d'une expérience en chargement basé 0. Pour prendre en compte cette différence, nous pouvons appliquer une méthode de correction de la contrainte moyenne.
Dans les propriétés de l'étude, nous avons trois méthodes: Goodman, Gerber et Söderberg. Nous passerons sur les détails. Ces trois méthodes appliquent un coefficient de réduction de la contrainte alternée de notre tableau pour fragiliser artificiellement notre pièce due à la contrainte moyenne non nulle. Goodman prend en compte l'effet, ou plutôt le non-effet, d'une compression sur la durée de vie. Söderberg est lui le plus conservateur car il se base sur la limite élastique pour calculer son coefficient, alors que Gerber et Goodman se basent sur la limite à la rupture. Vous trouverez plus d'informations dans l'aide de SolidWorks et la littérature abondante sur ce sujet. Choisissons ici Goodman pour tenir compte de la compression dans notre pièce. Ce premier calcul nous indique donc que cette pièce, soumise à ce chargement répété en traction et compression, n'est pas capable de tenir les 100 000 cycles replis, alors que notre analyse statique ne nous alertait absolument pas sur ce phénomène. Mais cette pièce est en réalité soumise à un chargement dynamique. La vitesse de 10 000 tours minute du moteur peut avoir un impact sur la contrainte max à cause des effets dynamiques. L'analyse qui nous renseigne sur ce phénomène est l'analyse harmonique. Elle permet de prendre en compte notamment les effets de résonance de la pièce lorsque le moteur tourne à une fréquence propre ou dite naturelle de la pièce. Une simple analyse modale nous permet de voir que le premier mode est déjà à 15 600 tours minute. Si l'on regarde de plus près le tableau de participation massique, le mode qui déforme notre pièce sur l'axe Y, qui nous intéresse pour notre cas de charge, est le mode 6 à 5600 Hz, donc bien au-delà de notre régime moteur. Mais pour s'assurer que notre pièce n'est pas soumise à un effet de résonance non prévu, effectuons tout de même l'analyse harmonique. En traçant le diagramme de réponse en contrainte, nous retrouvons bien le pic à 5600 Hz, mais rien avant. Il y a donc peu de risque que notre pièce entre en résonance à cause de ce cas de charge. Cependant, comme pour l'analyse statique, l'analyse harmonique ne nous donne aucune information sur la répétition de cette contrainte et donc la fatigue de la pièce. Pour prendre en compte ce phénomène, nous pouvons à nouveau faire une analyse de fatigue à partir de l'analyse harmonique. Il suffit de spécifier la fréquence qui nous intéresse. Si nous regardons par curiosité la fréquence propre à 5600 Hz, le pourcentage d'endommagement passe à 333%. Mais heureusement, à la première fréquence propre de 134 Hz, l'endommagement est quasiment nul. Les effets dynamiques et de résonance n'ont pas plus d'effet sur notre pièce. Complétons encore l'analyse de notre bielle. En plus de la rotation du moteur, elle est soumise à toutes les vibrations de la voiture et de la route. Est-ce que ces vibrations risquent d'endommager notre pièce? Et surtout, la répétition de ces vibrations au cours de la vie du moteur ont-elles une forte influence sur la fatigue de la bielle? Pour le savoir, l'analyse vibration aléatoire est tout indiquée. Pour faire simple, ce type d'analyse est une analyse statistique de fréquence de vibration de la pièce et des contraintes qu'elle entraîne. Nous donnons en entrée un spectre de vibration, c'est-à-dire la représentation fréquentielle de vibration au cours du temps, relevée en général par un accéléromètre. Nous utilisons une transformée de Fourier, méthode mathématique, pour passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Le spectre que nous appliquons est ici très simple, 0,001 d'accélération entre 0 et 100 Hz. Nous passerons sur les unités nécessaires à cette représentation du spectre. En résultat, l'analyse nous donne de manière statistique la déviation à 1 sigma de la contrainte moyenne que la pièce va subir. Concrètement, nous pouvons ainsi dire, dans notre cas, que la pièce ne va pas dépasser 0,072 mégapascal pour 64% du temps. Pour passer à une déviation de 3 sigma, c'est-à-dire 99,9% de certitude, il suffit de multiplier cette contrainte par 3. Nous passerons à nouveau sur les théories statistiques derrière ce calcul. Mais comme pour l'analyse statique et harmonique, cette analyse vibratoire ne nous renseigne pas sur les effets de fatigue. De même, nous devons faire une analyse de fatigue en se basant sur cette analyse vibration aléatoire. Nous passerons à nouveau sur tous les détails théoriques et les paramètres possibles. Dans notre cas, la contrainte à 1 sigma de 0,072 mégapascal est très faible et n'impacte donc pas la durée de vie de la bielle. Enfin, un dernier type de chargement peut avoir un impact sur notre bielle, le chargement thermique du moteur. Pour cela, une étude thermique nous permet d'obtenir une première approximation de la température de notre pièce et une étude statique se basant sur cette température nous donnera les éventuelles contraintes dues à la dilatation thermique. Comme première et très large approximation, nous imposons une température de 100 degrés sur l'arbre et un coefficient de convection sur les autres faces. En résultat, la température varie de 20 à 100 degrés le long de la bielle.
L'étude statique qui suit prend en entrée ce résultat thermique et nous donne les contraintes dues aux dilatations thermiques et au déplacement imposé. Nous avons ajusté le support sur les faces en contact avec l'autre pièce de fixation sur l'arbre pour prendre en compte l'idée que cette pièce va aussi se dilater de la même façon. Un simple appui-plan autorisant la translation fait l'affaire à la place d'un support fixe trop contraignant. Nous obtenons une contrainte max de 228 mégapascales, mais dans une zone très étroite, sans doute soumise à des concentrations de contraintes à cause de nos conditions limites. C'est cependant une zone qu'il faudra vérifier de plus près dans le contexte d'un assemblage en prenant en compte la fixation par boulon. Nous commençons à en avoir l'habitude, cette analyse ne nous donne aucune indication sur le phénomène de fatigue dû à la répétition de ce chargement. Faisons donc une analyse de fatigue. Mais cette fois-ci, nous avons deux événements à combiner. Le chargement statique de pression sur la bielle, effectué tout à l'heure et que nous avons calculé pour 100 000 cycles, et le chargement thermique que nous voulons calculer pour seulement 1000 cycles, une première approximation du nombre de montées en température que va subir la bielle en parallèle des 100 000 cycles. Pour cela, l'analyse de fatigue nous donne la possibilité de mettre ces deux événements avec un nombre de cycles différents. Comment SolidWorks va calculer le cumul de ces deux événements? Grâce à la loi de Miner, autrement appelée règle d'endommagement linéaire. Cette loi nous dit que le cumul des endommagements de deux événements 1 et 2 est la somme pour chaque événement des rapports entre le nombre de cycles choisis pour l'événement, soit 100 000 pour le statique et 1000 pour le thermique ici, sur le nombre de cycles qui entraîne la rupture pour cet événement-là, soit, si vous vous souvenez, 54 000 cycles environ pour le chargement statique. Donc SolidWorks calcule la durée de vie indépendamment pour chaque événement et les cumule ensuite avec cette loi. En résultat, SolidWorks peut donc nous donner un endommagement total dû à ces deux événements cumulés, c'est-à-dire la durée de vie utilisée par ces deux cas combinés. Mais évidemment, SolidWorks ne peut plus nous donner une durée de vie, c'est-à-dire le nombre de cycles entraînant la rupture, puisqu'il est différent selon le cas de charge que l'on regarde. Dans notre cas, nous obtenons à nouveau les 180% d'endommagement du calcul statique. La contrainte thermique n'a que très peu d'influence sur la durée de vie de ces pièces. Enfin, il reste une dernière possibilité. Qu'en est-il d'un chargement variable dans le temps, mais connu à la différence de la vibration aléatoire? L'analyse de fatigue nous permet d'entrer un historique de chargement sous la forme d'un tableau et d'étudier la fatigue due à cet historique et à sa répétition. Dans notre cas, nous pouvons relever expérimentalement la force subie par la bielle au cours du temps pour, par exemple, une journée. Nous entrons cette courbe dans l'événement qui va multiplier les résultats de l'étude statique sur laquelle nous nous basons. Attention donc au facteur d'échelle. Nous décidons ensuite de calculer l'endommagement pour 1000 cycles, appelé ici bloc, représentant une journée. En résultat, SolidWorks nous donne un endommagement de 2% assez faible donc et une durée de vie de 48 fois ces 1000 blocs. Comment SolidWorks a calculé cet endommagement? Procédons par étapes. D'abord, SolidWorks doit revenir à des cas de chargement constant. Pour cela, il va décomposer l'historique de chargement variable en une superposition de plusieurs chargements constants. SolidWorks pourrait à nouveau utiliser une transformée de Fourier pour repérer les différentes fréquences d'amplitude constante dans ce chargement variable. Mais il utilise à la place une méthode plus adaptée et plus représentative de ces cumuls d'endommagement, la méthode de Rainflow. En français mal traduit, le chemin de la pluie. En schématisant, on prend le chargement variable et on le met à la verticale. On fait tomber de l'eau dessus et à chaque fois qu'une goutte tombe jusqu'en bas, après un pic donc, on comptabilise un chargement de cette amplitude. En répétant cette opération et en regroupant les chargements à peu près égaux, on obtient une matrice de Rainflow qui nous donne le nombre de cycles, l'amplitude et la contrainte moyenne de chaque bin, chaque regroupement de chargement constant. Ensuite, il suffit d'utiliser la loi de Miner que nous avons vue précédemment pour calculer le cumul de chaque endommagement. En plus du résultat global, SolidWorks nous propose également la matrice d'endommagement, c'est-à-dire l'endommagement dû à chaque regroupement de chargement constant. Cette matrice nous permet de comprendre quel type de charge est le plus dommageable dans notre pièce, la plus grande amplitude, la plus grande contrainte moyenne ou la plus fréquente. Dans notre cas, il s'agit plutôt de la plus fréquente.
Pour terminer, l'analyse de fatigue nous propose un dernier résultat, l'indice de biaxialité. Cet indice nous dit en chaque point de la pièce si la contrainte est une contrainte de cisaillement pur, l'indice est égal à -1, une contrainte biaxiale, l'indice est égal à 1, ou une traction compression simple, l'indice est égal à 0. Rappelons-nous que toutes les analyses de fatigue se basent sur des données matériaux venant d'une expérience sur une éprouvette soumise à une traction compression. Les résultats sont donc valables uniquement dans les zones également soumises à ce type de chargement, soit ici un indice égal à 0 apparaissant en vert dans le résultat. Dans notre cas, les zones de contrainte max correspondent effectivement à un indice nul, donc à un résultat correct vis-à-vis de ces données matériaux. Pour conclure, souvenons-nous que seule l'analyse de fatigue nous renseigne sur le phénomène de diminution de la limite élastique à cause de la répétition d'un chargement. Souvenons-nous également que ce calcul se base avant tout sur des données expérimentales recueillies pour une certaine valeur de contrainte moyenne et un type de chargement en traction-compression basé zéro ou complètement inversé. Il est important de bien valider ces prérequis et d'appliquer si possible des coefficients d'ajustement pour s'approcher au plus proche de notre cas. J'espère aussi vous avoir montré que sur une seule pièce, nous pouvons effectuer un grand nombre d'analyses avec des cas de charge différents, mais aussi des conditions limites et des approches théoriques différentes en statique comme en dynamique. Pour chaque type d'analyse ou presque, SolidWorks nous propose de calculer l'analyse de fatigue correspondante et donc d'avoir un peu plus de confiance quant à la tenue de notre pièce lors de son utilisation.